Bonjour à tous, je remercie les organisateurs du congrès. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs du National Lymphedema Conference. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de la conférence du partenariat canadien du lymphedème pour l'invitation et pour me donner l'occasion de partager avec vous quelques résultats des travaux que nous faisons autour de la lymphofluoroscopie, que ce soit dans un cadre de la recherche ou un cadre clinique. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de la National Lymphedema Conference. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs du congrès du partenariat canadien du lymphedème de me donner l'opportunité de partager avec vous quelques résultats de notre approche au niveau de la recherche et au niveau de la clinique concernant la lymphofluoroscopie. Le titre de la conférence: Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs du partenariat canadien du lymphedème pour l'invitation et bien entendu pour le plaisir Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs du partenariat français Bonjour à tous. Je remercie les Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de la conférence du partenariat canadien du lymphedème de me donner l'opportunité de partager avec vous quelques résultats des applications en recherche, mais surtout cliniques, de l'intérêt de l'imagerie dans le cadre du lymphedème. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de la conférence du partenariat canadien du lymphedème de me donner l'occasion de partager avec vous quelques résultats concernant l'intérêt de la lymphofluoroscopie dans l'imagerie des lymphedèmes et de leur traitement dans un cadre clinique. Tout d'abord, un tout petit rappel pour ceux qui ne le connaîtraient pas, très simplifié bien évidemment, sur les principes de base de l'imagerie en fluorescence sur la personne vivante et surtout dans le cadre clinique. Le matériel nécessaire de l'indocyanine, il s'agit d'un colorant extrêmement utilisé dans le monde depuis près de 40 ans maintenant. Nous utilisons une très petite quantité de ce colorant qui suffit pour obtenir des images extrêmement utiles. Il est nécessaire aussi évidemment d'avoir la caméra adéquate qui va permettre à la fois de projeter de la lumière infrarouge sur la personne et en même temps de réceptionner cette lumière qui est toujours en infrarouge mais en fluorescence. Alors le principe est assez simple, il s'agit d'injecter le colorant
est très hautement dilué. Vous voyez que nous injectons des doses de l'ordre de 0,08 mg. Cette injection doit être faite dans la mesure du possible, le plus précisément possible au niveau intradermique, puisque c'est à cet endroit que se trouve le réseau lymphatique initial. Et si nous voulons observer le réseau lymphatique, eh bien, il est nécessaire d'aller injecter au plus proche de ce réseau lymphatique. L'appareil émet des rayonnements infrarouges qui permettent d'exciter le couple indocyanine et les lipoprotéines dans le derme, à l'endroit où se trouve ce système lymphatique initial. L'appareil est équipé de photosenseurs dans le champ infrarouge en fluorescence et dès que l'excitation commence, nous pouvons, au moment de l'injection, parfaitement observer le réseau lymphatique. On observe la fluorescence. Ici, une image tout à fait normale. Vous voyez le point d'injection et très rapidement après l'injection, on observe un collecteur lymphatique ainsi qu'on peut deviner la position des lymphangions aux endroits où vous avez cette image en chaîne. Ce sont les différents lymphangions que l'on voit apparaître en fluorescence. Alors, dès l'injection, on peut avoir des informations concernant la normalité ou l'anormalité de ce réseau lymphatique chez la personne chez qui on réalise cet examen. Il s'agit bien d'un examen dynamique et voici en miroir une situation normale et une situation pathologique. Vous voyez que du côté normal, tout se passe très très vite. Par contre, du côté anormal, vous voyez que la diffusion du colorant dans le réseau est beaucoup plus lente et que vous ne voyez pas apparaître directement des collecteurs lymphatiques, mais par contre, vous voyez apparaître des petits vaisseaux lymphatiques initiaux qui sont dilatés et aussi, on peut voir apparaître des collecteurs, mais vous remarquerez ici, par exemple, ce collecteur n'a pas une direction directe. Vous voyez que ce collecteur a une forme tortueuse et part non pas dans la direction du grand axe du membre, mais sur le côté tout simplement, parce qu'il y a ce qu'on appelle une lymphangiectasie. Donc, dès le début de l'examen, on a déjà des informations concernant la normalité ou la non-normalité du réseau lymphatique initial. C'est un examen qui est très utile dans des situations où le lymphédème est extrêmement discret, où il y a un doute important concernant l'existence d'un problème sur le réseau lymphatique. Avec la lymphofluoroscopie, ce type de question peut trouver sa réponse très rapidement et, comme je viens de vous le dire, dès l'injection, s'il y a un défaut du réseau lymphatique sur le site d'injection, eh bien, on le voit immédiatement et de la manière dont je viens de vous l'illustrer. Où doit-on injecter? Contrairement à l'injection qui se fait dans les lymphoscintigraphies, lorsqu'on utilise les radioisotopes, dans ce type d'examen, l'injection se fait dans l'espace interdigital. Ce sont des injections qui sont douloureuses et qui peuvent parfois entraîner une injection de produits dans les veines, les toutes petites veines interdigitales, avec des conséquences sur l'interprétation dite de l'imagerie, mais que les médecins nucléaristes maîtrisent évidemment. En lymphofluoroscopie, il n'est pas nécessaire d'aller injecter dans ces endroits. On va injecter au niveau du dos de la main à deux endroits. Cette partie-ci plutôt dans la région du pouce et cette partie-ci dans la région du cinquième doigt. Ces deux endroits sont des zones tout à fait suffisantes et stratégiques pour pouvoir illustrer, pour pouvoir observer les courants lymphatiques que vous voyez ici. Ce sont les vaisseaux lymphatiques
que j'ai mis en évidence dans cette dissection. Et vous voyez ces vaisseaux lymphatiques du côté ulnaire ainsi que du côté radial. En injectant ces deux territoires, on mettra en évidence parfaitement l'ensemble des collecteurs qui partent du poignet et qui remontent vers l'avant-bras et ensuite le bras. Il est aussi important d'injecter à cet endroit-là et non pas dans les espaces interdigitaux, de manière à limiter la poussée de colorant vers la paume de la main. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement intéressant et important dans le cadre de l'examen de l'infofluoroscopie de détecter lorsqu'il y a une insuffisance lymphatique du membre supérieur, par exemple dans le cadre des lymphédèmes secondaires après cancer du sein ou dans les lymphédèmes secondaires après adénectomie dans le cadre des mélanomes du thorax ou du membre supérieur. S'il y a une insuffisance lymphatique sur l'avant-bras, que cette insuffisance lymphatique est importante, une partie des fluides et de la lymphe va inverser son chemin de drainage. Ces fluides vont descendre dans les espaces interdigitaux, ils vont passer par le côté de la main pour rejoindre la paume de la main. Et dans ce cas-là, on va observer un reflux dans la paume de la main alors que l'injection a été réalisée dans le dos de la main. Alors, je vous montre ici une application et une situation clinique avec une patiente qui a un lymphédème secondaire, une chirurgie du cancer du sein. Elle a un édème modéré qui est parfaitement compensé et notamment compensé par un drainage via les voies profondes qui partent de la paume de la main. Voici l'injection sur le dos de la main, les deux injections. Vous voyez qu'il y a un reflux dans le doigt, ici dans l'index, et un reflux dans la paume de la main. Et cette lymphe va rejoindre les voies profondes pour rejoindre des lymphoneux qui bypassent le creux axillaire et qui rejoignent les lymphoneux rétroclaviculaires. Cette information est nécessaire pour le médecin et pour le thérapeute. Pour le médecin, parce qu'il a l'information qu'il y a un reflux dans cette main et la prescription de la contention élastique pourrait vraisemblablement concerner aussi la main et donc le médecin pourra conseiller dans ces cas-là de couvrir la main aussi avec la contention élastique. Pour les thérapeutes, savoir qu'il y a un reflux dans la main et que ce reflux est utile pour le drainage, les kinésithérapeutes, les thérapeutes qui vont placer les bandages multicomposants, veilleront à ce que le bord de la main ne soit pas trop comprimé par le bandage, de manière à laisser ces fluides rejoindre naturellement autant que possible la paume de la main pour ensuite pouvoir pénétrer dans le réseau lymphatique profond. En ce qui concerne le drainage lymphatique manuel, ça permettra aux thérapeutes de pousser les fluides du poignet, de la région distale de l'avant-bras, non pas vers le bras, comme il est coutume de faire, mais d'inverser et de pousser les fluides vers le dos de la main et ensuite ramener ces fluides par les méthodes de massage, de drainage, vers la paume de la main et ensuite essayer de favoriser la pénétration de ces fluides vers les courants lymphatiques profonds. Lorsqu'on injecte le colorant, il est nécessaire d'appliquer un drainage lymphatique manuel de type fill and flush, de manière à bien remplir les réseaux lymphatiques et de mettre en évidence un maximum de collecteurs. Je vous montre ici en miroir 3 situations chez le même sujet. Ici, l'injection est faite et on ne fait rien d'autre que l'injection. Et tout au long de l'examen, ici sur 5 minutes, nous ne pourrons observer que 3 collecteurs. Ici, nous avons mis des points de repère fluorescents. La distance est de 5 cm.
Ici, par contre, la personne fait des exercices à l'aide de la main, avec une balle dans la main, et cela permet d'augmenter un tout petit peu le flux de lymphe dans les collecteurs lymphatiques. Ici, par contre, toujours la même personne, on pratique le drainage manuel fill and flush à partir du point d'injection et vous observez que les images sont beaucoup plus riches. Et si l'on va en fin d'examen, en fin des 5 minutes d'examen, je vais sauter la vidéo jusqu'à 5 minutes, vous voyez que du côté repos, on ne voit toujours que 3 collecteurs. Du côté exercice, on en voit 4, voire 5. Du côté drainage lymphatique manuel fill and flush, vous pouvez compter environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 collecteurs. Donc, si l'on veut obtenir des images productives pour l'interprétation afin que les médecins puissent interpréter de la manière la plus riche l'examen, il n'est pas suffisant de se contenter de la pression liée à l'injection, mais il faut prendre entre 5 et 10 minutes en exécutant des drainages lymphatiques manuels depuis le plein point d'injection et remplir le réseau lymphatique. Ce sont des manœuvres assez simples, mais ça vaut la peine de prendre le temps d'exécuter ces manœuvres. Alors, une fois que la lymphe se trouve dans les vaisseaux lymphatiques à partir du point d'injection, qu'on a bien rempli les collecteurs lymphatiques, on peut faire remonter cette lymphe vers la racine du membre, que ce soit vers l'épaule ou vers le creux inguinal. Ici, une vidéo où vous voyez ma main qui flush, qui pousse cette lymphe dans les collecteurs lymphatiques et on remonte cette lymphe jusqu'à la racine du membre de manière à voir ce qui se passe évidemment à la racine du membre. Et après, je vous montrerai des exemples de situations cliniques qui, lorsqu'on remplit bien les vaisseaux, permettent d'avoir une information utile pour aider le patient qui est atteint d'un lymphédème. Lorsque les collecteurs ne sont pas fonctionnels, lors d'adénectomie ou d'autres situations où le problème du collecteur est qu'il n'est plus capable de transporter la lymphe, vous savez que cette lymphe peut remonter par les précollecteurs, ensuite les lymphatiques initiaux, et cette lymphe va sous l'effet de la pression, dilater les lymphatiques initiaux qui normalement ne sont pas visibles dans une situation normale. Comme ces vaisseaux se dilatent, l'indocyanine, qui est une molécule qui n'est pas énorme, peut entrer dans ce réseau et on va parfaitement distinguer ce réseau. Et dans ce réseau lymphatique, avec des techniques de drainage lymphatique manuel adaptées, il y a tout à fait moyen de faire progresser la lymphe dans ce réseau, alors que c'est un réseau, bien entendu, qui a une résistance hydraulique bien plus importante que les collecteurs. Donc ici, vous voyez de nouveau ma main qui, de distale à proximale, nous sommes au niveau de l'avant-bras chez une personne qui a un lymphédème secondaire dans le cadre d'un cancer du sein. Il y a tout à fait moyen de faire progresser la lymphe dans ces vaisseaux et de nourrir le réseau lymphatique jusqu'à la racine du membre pour voir et pour observer l'état du réseau lymphatique du patient. Ce qu'on voit aussi, ce sont des petits points fluorescents sur la peau. À quoi correspondent ces points? Ce sont tout simplement les papilles dermiques qui sont envahies de lymphe. La pression dans la papille dermique, donc ici, augmente le diamètre de la papille dermique, fait dilater la papille dermique. Et comme cette papille dermique se dilate, et que les vaisseaux lymphatiques initiaux démarrent à partir de cette papille dermique, mais n'arrivent pas à se vidanger, la pression augmente. On voit au capillaroscope ce genre de structure et ces structures correspondent exactement à ces petits points que vous observez ici. On le voit tout simplement car au capillaroscope, l'indocyanine est légèrement verte et on observe que ces points correspondent exactement à ces papilles dermiques. Alors, l'interprétation des images est relativement simple.
la situation normale, et c'est celle-ci, ce sont les vaisseaux collecteurs lymphatiques superficiels qui se situent au niveau de l'avant-bras ici, et vous pouvez deviner les espaces ici qui sont des espaces entre les lymphangions. À chaque endroit, vous avez un étranglement, c'est un endroit où il y a une valve. Ici, ce sont les papilles dermiques, comme je viens de vous l'expliquer. Ici, c'est le réseau lymphatique initial qui est sous pression et qui est une image pathologique, puisque s'il est sous pression, c'est parce que les collecteurs, tout simplement, locaux ne fonctionnent pas. Alors, la lymphe cherche un autre chemin, et nous appelons ça un dermal rerouting. Par contre, si la pression est extrêmement importante, que se passe-t-il? L'indocyanine, avec les protéines qu'elle a emmenées, sortent du réseau lymphatique initial, et cette fluorescence va se retrouver dans la matrice extracellulaire, et dans ce cas-là, on va observer une image de coton qui se trouve, on regarde la caméra, et donc au niveau de la peau, et nous appelons ça un dermal backflow. Plus la pression est importante, plus on va se glisser vers des images qui ressemblent à celle-ci plutôt que ces images-ci. Alors, parmi les applications, pour un petit peu comprendre comment fonctionne ce réseau lymphatique, ici, je vous montre une vidéo toute simple qui coupe un peu le cou à certains dogmes, à certaines affirmations qui ont été faites un petit peu rapidement. Vous connaissez les pressions qu'il peut y avoir sous une contention élastique. Ici, c'est une contention élastique de classe 2. C'est un collecteur. Vous voyez que l'image est relativement diffuse. C'est tout à fait normal puisque nous avons recouvert le membre de la personne avec son bras, sa contention élastique. Et vous pouvez constater que sous une contention élastique, eh bien, voici la vidéo. La main se trouve en bas de l'image, l'épaule vers le haut de l'image. La contention élastique est placée. On voit la fluorescence au travers du tissu, et vous pouvez constater que la présence de la contention élastique ne ralentit pas le flux, ne ralentit pas le cheminement de la lymphe. Il ne l'accélère pas, mais il ne le ralentit pas. L'imagerie est aussi intéressante par rapport aux contentions élastiques pour raisonner, pour avoir des évidences, à savoir jusqu'où la contention doit remonter sur le bras d'une patiente ici qui a un lymphédème secondaire après cancer du sein. Vous voyez qu'elle compense son drainage lymphatique par le réseau lymphatique initial, et ce réseau lymphatique initial dans ce territoire-ci n'est pas couvert, ne bénéficie pas de pression. Il faut proposer à cette patiente une contention élastique qui remonte un petit peu plus haut. Et là, vous avez une information qui vous permet de justifier cette proposition. Ce qu'elle donne aussi comme information, c'est que l'élastique de cette contention est beaucoup trop petit. Il crée à l'endroit de l'élastique où il y a une pression très importante par le fait de la surface qui est très petite, au niveau de l'élastique, il crée un garrot relatif. Alors, je dis garrot relatif parce que ce n'est pas un garrot sanguin, évidemment. C'est un garrot qui va écraser ces petits lymphatiques initiaux. Ce ne sont pas des collecteurs dans lesquels il y a une pression importante, des petits lymphatiques initiaux qui sont écrasés, qui sont collabés lorsque on a une contention dont l'élastique de terminaison est trop petit. Alors aujourd'hui, toutes les sociétés qui fabriquent des contentions élastiques l'ont très bien compris et vous proposent des élastiques extrêmement larges qui évitent ce genre de situation. La lymphofluoroscopie permet aussi d'étudier ce qui se passe sous les manchettes de pressothérapie, que ce soit pour le membre supérieur ou le membre inférieur. Nous avons placé ici à la fois chez des patientes et chez des sujets qui n'ont pas d'édème, des personnes saines. Nous avons placé des points de repère fluorescents, vous les voyez ici, on va les retrouver sous la vidéo, vous les voyez ici. La caméra observe
sous une manchette transparente les collecteurs lymphatiques pendant le gonflement de la manchette. On fait gonfler les manchettes à des pressions différentes et on peut étudier ainsi si la pressothérapie empêche le transport de la lymphe, s'il l'améliore, s'il le ralentit, et ainsi de suite. Et là, je peux vous donner comme information que la pressothérapie intermittente à 30, 60 et 90 mm de mercure, comme nous l'avons fait, n'empêche pas la lymphe d'avancer dans les collecteurs, mais par contre ne favorise pas le transfert des fluides de la matrice extracellulaire vers les collecteurs lymphatiques. Nous le savions déjà par d'autres études faites avec la lymphoscintigraphie. Ici, nous en avons une confirmation avec la lymphofluoroscopie. Donc, le message, c'est que s'il y a de la lymphe dans le collecteur lymphatique, elle sera poussée par la compression de la manchette, mais la lymphe ne permet pas d'accélérer le flux lymphatique dans les vaisseaux lymphatiques. Cela n'empêche que la pressothérapie mobilise les fluides au sein de la matrice extracellulaire et fait remonter les fluides via la matrice extracellulaire vers la racine du membre. Alors, voici des applications cliniques. Je vais vous en donner quelques-unes. Ici, nous avons une dame qui a eu un cancer de la parotide. Elle a été opérée. Elle a eu de la radiothérapie et suite à cela, elle a développé un édème très léger de la face qui la dérange en fin de journée, mais surtout ce qui la gêne, c'est qu'en fin de journée, elle ressent un gonflement au niveau de la gorge vers la région de la pomme d'Adam. Et cette dame est inquiétée, elle a toujours une crainte, c'est que cette tumeur reprenne et elle ne comprend pas très bien à quoi est due cette gêne au niveau de la gorge en fin de journée. Et cette gêne diminue la nuit et puis le lendemain, cela recommence. Alors, en injectant le scalp, donc ici dans la région pariétale, lorsqu'on injecte de l'indocyanine à ce niveau-ci, on est censé voir et observer le drainage normal que l'on connaît, hein, qui est un drainage qui passe par les lymphoneux préauriculaires et les lymphoneux rétroauriculaires, et ces collecteurs vont ensuite descendre le long des chaînes sternocléidomastoïdiennes et rejoindre les lymphoneux rétroclaviculaires. Chez cette patiente, on observe après l'injection du scalp qu'il y a un stop momentané dans la région préauriculaire, qu'il y a un dermal rerouting vers la région maxillaire, vers la région mandibulaire et vers la région antérieure. Et lorsqu'on poursuit l'examen, on observe que chez cette patiente, eh bien, il y a effectivement ce dermal rerouting dont je vous ai parlé tout à l'heure. On observe que la lymphe ne suit pas le trajet attendu et le trajet normal. Par contre, la lymphe trouve un autre trajet. Ce sont des collecteurs lymphatiques tout à fait fonctionnels qui partent de cette région et vont rejoindre la région antérieure du cou, donc la région de la gorge, endroit d'où se plaint cette patiente. En drainant, eh bien, cette patiente ressent cette sensation de gonflement de la gorge, et c'est tout simplement le drainage de cette région, donc en réalité de toute la face qu'elle perçoit. Cela donne des informations au thérapeute. Inutile de vouloir drainer dans le sens qui ne fonctionne pas. Ici, on donne une cartographie au thérapeute qui va lui permettre d'utiliser et d'exploiter les chemins de traverse qu'a développé la patiente. Je vais vous parler donc d'une autre situation relative aux édèmes liés au problème tête-cou. Ici, je vous rappelle le drainage normal, celui que je viens de vous expliquer, ici sur ce schéma, et ici sur ces injections de scalp et de région pariétale. On voit clairement tous ces vaisseaux lymphatiques qui descendent vers la région préauriculaire et
puis ensuite ils descendent vers la région des lymphoneux rétroclaviculaires. Ce sont des dissections réalisées par le docteur Miguel Amore en Argentine. Alors voici la situation d'un patient qui a une tumeur du pharynx, qui a subi donc une chirurgie d'évidement lymphanodal bilatéral au niveau du cou, qui a subi de la radiothérapie et qui a un lymphédème. On aimerait bien donner des informations aux thérapeutes et aux médecins pour comprendre par où ce patient peut drainer sa lymphe. Alors, je vais vous montrer l'examen en temps réel. Je vous rappelle que l'on s'attend évidemment à voir ceci, et voici ce qu'on observe chez ce patient. Le scalp a été injecté, vous voyez, l'indocyanine a bien diffusé, il y a une partie qui part vers l'arrière du crâne, une partie passe vers l'oreille, c'est attendu, mais sous le lobe de l'oreille, vous voyez qu'il y a des petits vaisseaux initiaux dilatés qui vont vers la région occipitale, et puis un réseau initial, un dermal rerouting énorme qui prend l'ensemble du cou, de la gorge, qui descend vers le sternum et qui ensuite rejoint tout simplement des collecteurs lymphatiques de la région du sternum. Je vais vous les remontrer ici. Voilà le lobe de l'oreille. Voilà l'ensemble du cou qui est fluorescent. Ce sont des vaisseaux lymphatiques initiaux dilatés. Et toute cette lymphe, chez cette personne, descend, rejoint la région du sternum, et puis par des collecteurs lymphatiques, vont rejoindre le creux axillaire. Ici, le thérapeute est informé de l'endroit où se draine la lymphe. Le patient peut avoir un enseignement à l'autodrainage et le thérapeute va drainer ce visage en commençant par une vidange des lymphoneux axillaires, un drainage, filet flush ou autre, en tout cas, essayer de pousser les fluides dans ces collecteurs vers le creux axillaire des deux côtés, et puis drainer le cou et ensuite drainer la face. Vous voyez, c'est une autre application, une autre utilité clinique de cet examen de lymphofluoroscopie. Voici une situation de drainage normale, voici la stratégie, voici les voies de compensation que le patient a développées, et pour les mettre en évidence, je vous rappelle que nous avons injecté ici une toute petite dose, nous sommes à 0,04 mg d'indocyanine dans un volume de 0,2 ml. Cela suffit très largement pour mettre en évidence le réseau lymphatique par lequel le patient va drainer son édème. Voilà une autre application. Ici, il s'agit d'une dame qui a eu un cancer du sein. Il y a eu une tumorectomie. Cette dame a développé un édème du membre supérieur, un édème léger, et par contre, elle se plaint et elle vient à l'examen, à la consultation multidisciplinaire, parce que cette dame se plaint d'une gêne, de tension importante au niveau du sein. Et nous voulons voir si, à l'aide de la lymphofluoroscopie, nous pouvons essayer de contribuer à apporter des éléments pouvant expliquer pourquoi cette dame ressent cette pression au niveau du sein. Voici l'examen. L'injection est faite de nouveau au niveau de la main. Vous voyez que cette dame n'a pas de reflux au niveau de la paume de la main. Et lorsque nous remontons vers la face dorsale de l'avant-bras, vous pouvez remarquer qu'il y a des collecteurs lymphatiques qui sont encore tout à fait fonctionnels. On peut drainer très aisément, faire circuler la lymphe. Il y a par contre des territoires où vous observez ce dermal rerouting. Donc on sait évidemment que ces territoires nous montrent qu'il y a une insuffisance lymphatique. Lorsque nous allons au niveau de l'avant-bras, cette fois-ci au niveau de la face antérieure, on voit ce réseau de dermal rerouting qui est très important. Vous ne voyez pas de collecteurs initiaux, mais vous voyez qu'il y a tout à fait moyen de pousser la lymphe et d'évacuer la lymphe avec des massages distoproximaux tout à fait
simple à réaliser. Nous sommes au niveau du bras. Je vais arrêter la vidéo ici. Nous sommes au niveau du creux axillaire. Vous remarquez que les vaisseaux lymphatiques initiaux sont dilatés et amènent la lymphe non pas vers le creux axillaire ni les lymphonodes du creux axillaire, puisque vraisemblablement cette dame n'en a vraiment plus beaucoup de fonctionnels. Qu'à cela ne tienne, la lymphe trouve son chemin et descend le long du flanc par le réseau lymphatique initial qui est dilaté, évidemment, puisque le sein n'a quasiment plus de lymphonodes du creux axillaire qui peuvent le drainer. Mais comme vous le savez, il y a d'autres lymphonodes et d'autres territoires, d'autres vaisseaux pour pouvoir drainer le sein. Et lorsqu'on poursuit l'examen, lorsqu'on poursuit l'exploration de cette fluorescence, nous allons redescendre vers la partie basse latérale du sein. Vous voyez ce réseau lymphatique initial qui est gorgé de lymphe, et avec la main, en appuyant de façon suffisante et lente, c'est surtout la lenteur qui compte, vous voyez qu'il y a tout à fait moyen de pousser cette fluorescence et donc de pousser cette lymphe dans ce sein. Et en réalité, donc, cette dame se plaint de cette tension au niveau du sein. La tension au niveau du sein est très probablement due à la lymphe, une partie de la lymphe du bras et de l'avant-bras et de la main qui va se drainer via le réseau lymphatique dermique, via le réseau lymphatique initial, dans le sein. Eh bien, dans le traitement, lorsqu'on a cette information, déjà la patiente est soulagée par rapport à l'information que la tension dans le sein n'est pas due à une rechute de la maladie oncologique, que cette tension est due à de la lymphe du bras, du membre supérieur, qui vient se drainer dans le sein. Ça permet d'enseigner à la patiente face à la caméra de s'auto-drainer. Ça permet au kinésithérapeute, au thérapeute, de choisir la stratégie de traitement et aussi peut-être d'intervenir avec des bandages multicomposants pour réduire la tension au niveau de ce sein. En tout cas, on a réalisé une cartographie du drainage du membre supérieur et du sein chez cette dame grâce à la lymphofluoroscopie. Ici, nous avons une jeune dame qui est affectée d'un lymphédème primaire. L'origine de ce lymphédème primaire peut être étudiée, notamment en faisant parmi les examens une lymphofluoroscopie. Ici, nous avons injecté au niveau du pied et ce que nous faisons, nous allons examiner ces collecteurs lymphatiques qui sont présents, anatomiquement ils sont présents, mais fonctionnellement ils ont un problème. Vous constatez que je repousse la lymphe en marche arrière, je fais un pushback et vous voyez que la lymphe revient. Tout simplement parce que cette patiente a un défaut des valvules lymphatiques et on peut le mettre en évidence grâce à cet examen qui montre que cette dame a effectivement des collecteurs lymphatiques, mais que son problème est lié à une incontinence valvulaire. Je vais vous montrer une deuxième patiente dans un autre cadre. Cette patiente a aussi un défect de valvule au niveau des lymphatiques mésentériques, mais je vous montre ici la vidéo au niveau du pied. Vous allez voir que ici aussi, elle a un défaut de valvule. Elle a des collecteurs qui sont présents, mais ces collecteurs, malheureusement, sont pas pourvus du tout de valvules ici. Vous voyez que la lymphe redescend à chaque fois. J'ai beau la remonter, cette lymphe redescend. On sait et on peut aider cette patiente en dirigeant aussi l'examen génétique vers des mutations génétiques qui sont connues et qui correspondent à des insuffisances valvulaires. Ici, une autre situation clinique. Il s'agit d'une jeune dame qui avait un cancer de l'utérus. Le chirurgien a dû réaliser un debulking, une chirurgie très large car la tumeur présentait des accolements à de nombreux autres tissus. Pendant la chirurgie, tout s'est bien déroulé. Vous voyez ici à la cicatrice, le chirurgien a pratiqué une
lymphodémectomie et quelques jours après l'intervention, la patiente a développé un édème des 2 membres inférieurs. Très rapidement, le diagnostic de lymphédème secondaire a été instauré. Quand vous avez des lymphédèmes secondaires qui s'installent aussi brutalement et aussi rapidement après ce type de chirurgie, pensez toujours qu'il est fort probable qu'il ne s'agit pas d'une insuffisance lymphatique des vaisseaux lymphatiques du membre à la distalité, mais probablement un reflux du chyle lié aux vaisseaux lymphatiques qui ont été sectionnés lors de l'intervention chirurgicale. Pour cela, on fait une lymphofluoroscopie avec une injection au niveau du pied. Lors de l'examen, on constate que les vaisseaux lymphatiques sont tout à fait normaux, qu'il y a effectivement une instase importante de fluide ici, avec un passage contralatéral. Vu la situation de la patiente, vu la situation de la chirurgie et vu la rapidité de l'installation de cet édème, il y avait fort à parier qu'il s'agissait de reflux de chyle. Le chirurgien a placé un drainage et effectivement, vous pouvez constater que c'est du chyle qui était présent et qui dégoulinait, qui descendait dans ces 2 membres, ce qui justifie cet édème bilatéral. Le traitement a été mis en place très rapidement, donc le drain a été installé et les bandages multicomposants ont été placés très rapidement sur les 2 membres et en quelques jours, la patiente a retrouvé ses membres tout à fait normaux. Elle garde encore aujourd'hui, puisque c'est une patiente que nous suivons encore, elle garde encore aujourd'hui un léger édème qui se situe ici dans le creux inguinal, mais entre sa situation post-op, pas vraiment immédiate, hein, c'était quelques jours, et la suite du traitement, cette patiente, évidemment, est contente d'avoir retrouvé ses membres ainsi. Si on ne fait pas le traitement rapidement, si le diagnostic n'est pas posé rapidement, c'est assez dommage parce que la matrice extracellulaire va se dilater des 2 côtés et l'édème, avec le temps, va s'installer. Cela vaut vraiment la peine de faire cette lymphofluoroscopie très rapidement pour constater, pour vérifier si le système lymphatique fonctionne correctement chez cette patiente et réfléchir de manière multidisciplinaire à essayer de comprendre l'origine de cet édème lymphatique brutal. Chez les hommes, la lymphofluoroscopie peut aussi apporter des informations dans le cadre des lymphédèmes des organes génitaux externes. Vous voyez ce patient qui a un lymphédème discret, néanmoins discret. Eh bien, lorsque on injecte le colorant, on voit apparaître ici un réseau lymphatique totalement anormal. Vous voyez, il part en réseau d'araignée. La lymphe du scrotum remonte dans le pénis et ensuite du bout du pénis, revient à la base du pénis et on retrouve des collecteurs lymphatiques chez ce patient qui suivent un trajet totalement anormal. Vous allez voir, normalement, vous savez que le pénis et le scrotum se drainent dans des lymphonodes du creux inguinal. Eh bien, pas du tout. Chez ce patient, on va repérer 2 régions fluorescentes qu'on va contrôler ensuite à l'échographe. Il s'agit de 2 lymphonodes qui se trouvent dans la masse de la graisse, ici, dans la fosse iliaque interne, au niveau de la graisse, et non pas dans les lymphonodes inguinaux, comme cela est décrit dans la littérature. Ces lymphonodes qui se trouvent dans la masse de la graisse de la région de la fosse iliaque interne ne sont pas décrits dans la littérature et on les retrouve pourtant très régulièrement. Chez les femmes qui ont un lymphédème secondaire qui remonte au niveau de la cuisse, ici dans le cadre, par exemple, d'un lymphédème secondaire après une chirurgie du cancer de l'utérus, on réalise l'injection unilatérale dans le pied, au niveau du terme du pied où se situe le lymphédème. Voici, on voit bien la fluorescence au niveau du pied. On fait le drainage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure,
Et ainsi, on arrive à pousser, à aider ces fluides à rejoindre leur trajet normal, la stratégie qu'a développée la patiente. Ici, les fluides vont rejoindre la région de la fosse iliaque interne, la région du pubis, et chez cette patiente, comme environ 60% des patientes qui ont un lymphédème unilatéral ou bilatéral, mais en tout cas un lymphédème secondaire dans le cadre de la chirurgie du cancer de l'utérus. Et lorsque ces lymphédèmes prennent l'ensemble de la cuisse, eh bien, environ 60% de nos patients dans nos séries statistiques drainent une partie des fluides de leurs jambes, donc de leurs membres inférieurs, dans les grandes lèvres, unilatéralement ou bilatéralement. Et ici, chez cette patiente, nous lui avons demandé, nous avons repris la serviette hygiénique qu'elle portait durant l'examen. Nous avons comparé avec une serviette hygiénique neuve et nous la soumettons à la caméra en fluorescence et vous pouvez constater que la serviette hygiénique est fluorescente. Cette dame perd une partie de sa lymphe, perd une partie de ses fluides, de ses protéines, de son eau par les papilles dermiques, par cette papillomatose débutante. Vous avez une lymphorrhée qui est ici et cette dame perd en permanence de la lymphe par ses grandes lèvres. Si on ne commence pas un traitement très rapidement chez cette patiente, cette papillomatose va se développer et risque d'envahir l'ensemble des grandes lèvres. La lymphofluoroscopie, lorsqu'elle est utilisée de manière anticipée avant une chirurgie du cancer, eh bien, elle permet de détecter le lymphédème secondaire et aussi de détecter quels sont les patients à très haut risque de développer un lymphédème secondaire après la chirurgie. Nous avons mis en place une étude que nous avons portée pendant environ 4 ans. Nous avons recruté dans cette étude 92, donc 92 patientes qui avaient besoin d'une chirurgie pour cancer du sein. Nous avons réalisé une lymphofluoroscopie avant la chirurgie et nous avons mesuré de manière segmentaire le volume de la main et des différents segments du bras et de l'avant-bras. Et nous avons comparé ces volumes, évidemment, avec les images que nous avons enregistrées. Nous avons ensuite refait le même examen en post-op à 10 jours, et puis à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois. Les patientes qui, tout au long de l'étude, avaient des images qui restaient normales, n'ont jamais développé de lymphédème. Les patientes qui, à un moment de l'étude, montraient ces images typiques de dermal rerouting, en déant les 3 mois, les 6 mois, selon les patientes, eh bien, ces patientes ont développé un lymphédème secondaire. Nous avions mis le cut-off à 5%. La lymphofluoroscopie telle que nous la pratiquons en Europe est encore assez balbutiement et pourtant en Chine, il y a déjà des publications et des technologies qui couplent la lymphofluoroscopie telle que nous la pratiquons en Europe. Ils les couplent à des principes de photoacoustique et ces techniques permettent de visualiser le réseau lymphatique superficiel et profond, et cela en 3 dimensions, et de mettre en évidence aussi ce réseau lymphatique initial ainsi que les collecteurs lymphatiques. Le futur est là et nous permettra d'aider encore mieux les médecins à poser leur diagnostic, à mieux comprendre la physiologie du système lymphatique et à mieux comprendre l'anatomie. Quand vous observez ces images, vous pouvez constater que ce système lymphatique est tridimensionnel et que les notions de système lymphatique profond séparé du système lymphatique superficiel, en fait, ne sont que des images de notre esprit et en réalité, nous devons tenir compte qu'il s'agit effectivement d'un réseau tridimensionnel interconnecté à tous les étages. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de conférence. À bientôt.